Sylvain Missonnier, nous sommes fiers de vous accueillir ici, à la bibliothèque de l'hôpital Sainte-Anne. Alors vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste et vous êtes aussi, depuis quelque temps, professeur de psychologie clinique et de périnatalité à l'Université Descartes. Je crois que c'est important de bien préciser cette fonction parce qu'elle est quand même récente et je crois qu'elle donne un éclairage à votre pratique, à votre travail. Et c'est à ce sujet de la consultation en périnatalité que nous souhaitons nous entretenir aujourd'hui. Cette fierté de ce titre de professeur de psychologie clinique périnatale est effectivement capitale pour moi. Grâce à François Marty, Catherine Chabert qui m'ont accueilli à Paris Descartes, il y a maintenant donc cette chaire de psychologie clinique périnatale. Alors c'est pas un hasard d'observer que ce sont deux spécialistes de l'adolescent qui ont défendu l'idée que oui, ça valait le coup, que la périnatalité, l'avant, le pendant et l'après-naissance est vraiment une légitimité pour être enseignée en psychologie. Et il est en effet temps qu'il y ait dans les cursus académiques, et pas seulement dans les DU, un enseignement sérieux à ce sujet, puisque, on le sait bien, il y a maintenant de plus en plus de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes qui travaillent en périnatalité, et tant mieux. Oui, et alors effectivement, vous dites qu'il y en a de plus en plus. Je crois que c'est important aussi, peut-être dans un premier temps, de resituer cette évolution. Disons sur une vingtaine d'années. Alors, je pourrais, en schématisant quelque peu, dessiner deux lignes de développement capitales. Alors, la première, on pourrait l'intituler de la psychiatrie d'urgence à la psychologie clinique. Et puis la deuxième, ça serait du bébé brazeltonien au fœtus savant. Alors, la première, il est certain que quand j'ai commencé il y a 20 ans à la maternité, quand on voyait la bobine d'un psychiatre, c'était parce qu'il y avait une situation catastrophique de Madame Untel qui avait balancé par la fenêtre son enfant ou de telle personne qui délirait dans la salle de naissance. Les psychoses du postpartum étaient là, on appelait le psychiatre à cette époque-là. Alors on sait la dette que l'on a à l'égard de Racamier et d'un certain nombre de pionniers qui ont quand même fortement humanisé cette psychiatrie à l'égard de laquelle il ne faudrait pas être trop méchant parce qu'elle était aussi porteuse de ce qui a permis de construire l'état des lieux d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on était centré sur une approche psychiatrique de la mère. Le bébé là-dedans était périphérique, il se retrouvait en pédiatrie alors que la mère était tranquillement neuroleptisée dans un service de psychiatrie adulte. Et il est certain que pour le devenir tant de la mère que de l'enfant que du père, c'était extrêmement compliqué de survivre à ce tremblement de terre. Petit à petit, il y a eu une métamorphose qui est basée sur le postulat suivant. Devenir parent n'est pas un long fleuve tranquille, et même si on est névrotico-normal, poids moyen occidental, eh bien ça correspond à un certain nombre de passages difficiles, périlleux. Et donc la psychologie clinique périnatale, d'inspiration psychanalytique, elle veut vraiment, de manière militante, s'intéresser autant aux variations quelque peu grinçantes de la normale que du psychopathologique. Bien sûr, il y a du psychopathologique. Bien sûr, il y a un certain nombre de tableaux redoutables psychiatriques en périnatalité. Mais la stratégie de prévention qui est la mienne, c'est de considérer que la cible majeure, première, c'est la prévention primaire en direction de la population tout venante, des devenants papas et des devenants mamans, qui méritent d'être l'objet d'un soin extrêmement attentif, qui va reconnaître le fait que devenir parent n'est pas toujours simple, c'est plein de pépites et de rayons de soleil, mais c'est aussi ponctuellement être confronté à des difficultés, il faut les reconnaître et il faut que ce soit véritablement accompagné. En sachant que cette connaissance, je dirais, du champ normal nous a permis aussi de mieux comprendre les événements dramatiques ou les choses graves qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'en partant de la compréhension des dysfonctionnements, on parlait de ce chemin toujours chaotique, et la meilleure connaissance de dysfonctionnements nous a permis de mieux comprendre les dysfonctionnements graves.
hein, donc que vous évoquiez précédemment. Et là, je crois qu'on est vraiment dans la signature psychanalytique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature entre les variations de la normale et le pathologique, il n'y a simplement que des différences de degré. Et c'est bien pour ça que le psychologique va éclairer le pathos et vice-versa. Bon. L'autre ligne historique qu'on peut observer, et aussi sociologique, c'est le passage du bébé brazeltonien à l'actuel fœtus savant. Alors, on peut le dire d'abord de façon comme ça très simple. Le héros, quand j'ai commencé à la maternité, tant quand j'allais chez les Bovici à Bobigny apprendre la consultation thérapeutique postnatale, que dans les séances de préparation à la naissance auxquelles j'assistais, le héros, c'était le bébé qu'on découvrait, c'est pas un tube digestif, il a tout ce qu'il faut pour il a des compétences. Être un acteur tout à fait formidable dans l'interpersonnel. Il est équipé pour ça, il a envie d'en découdre, c'est pas simplement une éponge il passive. Sait faire plein de choses. Il sait faire plein de choses, c'est un auteur-compositeur, il a un tempérament, et on découvrait véritablement cela. C'est vrai que les travaux de Brazelton nous ont beaucoup aidés. Alors c'est vrai que le pédiatre de Boston, qui est devenu une star mondiale maintenant, a pesé lourd parce qu'il a eu ce coup de génie de s'étayer sur l'examen pédiatrique neurologique pour lui donner toute sa dimension humaine, toute sa dimension relationnelle. Et pas plus tard qu'hier, encore à la maternité, je travaillais à partir d'un film de Brazelton, où c'est la québécoise Gloria Jeliu qui était l'ambassadrice de Brazelton, et ça reste des matériaux qui sont des leviers tout à fait puissants pour discuter avec des parents, puisque c'était à l'occasion d'un groupe de préparation à la naissance. Donc à cette époque-là, il y avait quelque chose de révolutionnaire, et c'est vrai que s'intéresser au bébé comme un partenaire humain représentait un virage essentiel. Au jour d'aujourd'hui, dans une séance de préparation à la naissance, bien sûr qu'on continue de parler du bébé, mais le catalogue de ses compétences est rentré dans les mœurs. Je le souhaite partout. Je le souhaite partout. Alors, il y aurait à dire sur les îlots de résistance, il y aurait à dire sur, effectivement, dans la population générale, tout un tas de gens qui sont passés à côté. C'est vrai que les pédiatres l'ont bien intégré. Les pédiatres, oui, l'ont bien intégré. Il y a quelque chose qui est, en tout cas, quand on épluche la presse vendue en kiosque et que dévorent les parents pendant la période périnatale, on sent que c'est très présent. Mais celui qui est véritablement le rival conquérant face au bébé brazeltonien, c'est le fœtus. Hein. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, le héros dans les séances de préparation à la naissance, c'est lui. Oui, alors vous dites le fœtus savant. Oui. Là, je crois qu'il faut que vous nous expliquiez un petit peu, en tout cas pour les étudiants, pour tout le monde, c'est qui ce fœtus savant? Alors, ce fœtus savant, c'est celui qui a raflé la mise de ce qu'on accordait il y a 25 ans au bébé savant. C'est-à-dire, c'est un être qui est, diront les parents, devenu un être humain personnifié par les premières images échographiques, et dit par les professionnels du diagnostic anténatal, c'est une personne, entre guillemets, qui est devenue patiente du diagnostic anténatal. Et il y a beaucoup à dire d'ailleurs sur les malentendus que peuvent représenter la rencontre entre des parents qui viennent au diagnostic anténatal pour faire, entre guillemets, du tourisme parental, du découvrir l'enfant à naître, et puis un échographiste qui est quand même peu ou prou un dépisteur, et un médecin ou une sage-femme qui va être à l'affût, je vais le dire de façon quelque peu cynique, d'un délit de sale gueule. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est, comme dirait le philosophe Sloterdijk, qui est un gardien du parc humain et qui va dire, lui, c'est bon, il est conforme, il va pouvoir rentrer dans la communauté humaine. Lui, pas sûr. En tout cas, on va voir. Alors, vous sentez bien la façon dont je souligne là implicitement l'inquiétante étrangeté de l'eugénisme du diagnostic anténatal, et puis l'inquiétante étrangeté aussi de ce choc frontal qu'il y a aujourd'hui entre des parents et quelquefois des soignants qui humanisent peut-être un peu vite et imprudemment
cette personne potentielle, comme disent beaucoup, avec beaucoup de sagesse les juristes, personne potentielle. Oui, c'est un terme juridique. C'est un terme juridique intéressant. Oui. Donc d'un côté, des parents qui vont peut-être, en effet, vite en besogne, et une médecine qui favorise cette accélération. Et puis de l'autre, un diagnostic anténatal qui, quand tout va bien, n'est décidément pas, quand tout va bien, et du tourisme parental, mais quand ça tourne vinaigre, quand il y a une suspicion et a fortiori une révélation d'anomalie, alors là, le couperet tombe et on rentre de plein pied dans la tragédie. Donc la confrontation entre cette humanisation du fœtus et ce droit de tuer inhérent au diagnostic anténatal, il faut des amortisseurs de vie pour les parents extrêmement puissants et souples pour pouvoir affronter et la force qui va en direction de cette humanisation et la possibilité quand même de la mort. Et effectivement, l'intrication d'Eros et Thanatos est probablement une des typicités les plus magistrales de la clinique de la périnatalité. Si je comprends bien, on est passé de cette consultation postnatale à quelque chose de plus récent et de plus particulier, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire. Alors, comment elle se situe, cette consultation ou ces deux consultations? Ça a quelquefois des avantages, les statistiques. J'ai, au bout d'une dizaine d'années de pratique à la maternité, constaté qu'une majorité de mes interventions en consultation n'étaient plus en postnatal, mais étaient en prénatal. Et il y a un certain nombre de motifs cliniques qui sont à l'origine de cette bascule. D'abord et surtout le diagnostic anténatal, donc, qui lui, à mesure qu'il s'amplifie, qui prend de la place dans le suivi médical de la grossesse et dans le cheminement des parents, eh bien, donne lieu à des prises de conscience d'un certain nombre de professionnels qui se disent « mais bon sang de bonsoir, finalement une échographie, c'est un lieu formidable pour percevoir ce qu'il en est, bien sûr, du devenir neurophysiologique, développemental de l'embryon et du fœtus, mais aussi du tricotage de la parentalité des parents. » Et c'est bien grâce à la sensibilité d'un certain nombre de sages-femmes et d'obstétriciens, en particulier échographistes, que j'ai pu petit à petit m'apercevoir que ces gens-là faisaient une moisson d'informations biopsychiques à l'occasion du diagnostic anténatal qu'il fallait mettre au service de notre combativité en faveur de la prévention primaire et secondaire des troubles précoces de la parentalité. Je dois dire que j'ai une dette assez forte à l'égard d'un groupe Balint d'échographistes que j'ai animé pendant plusieurs années, où ces personnes ont pu véritablement, eux, grâce à leur narrativité, se soulager de leur fardeau, de la difficulté de leur quotidien professionnel, et moi, vraiment mieux comprendre les enjeux entre les soignés et les soignants, et comprendre que finalement l'espace du diagnostic anténatal, c'était un lieu où ça pouvait basculer en permanence entre comédie et tragédie, et qu'on était toujours dans quelque chose de l'interface entre l'un et l'autre. Bon. Il y aurait à dire aussi sur l'apport des pédiatres, psychosomaticiens, qui sont maintenant de plus en plus nombreux à explorer l'anamnèse périnatale des bébés qu'ils rencontrent et à accorder de l'importance au fait que cette mère qui vient consulter avec son bébé qui a du reflux gastro-œsophagien, eh ben, elle a vécu quelque chose de pas banal du tout à la première échographie où on lui a dit que la nuque de son fœtus était épaisse et qu'il fallait faire une amniosynthèse. Alors tout ça c'était très bien terminé et le spectre effrayant de la trisomie avait été finalement écarté.
Mais si on veut bien entendre cette mère, et pourquoi pas ce père, on va bien comprendre que ces parents ont vécu des péripéties qui les ont bouleversés à ce moment-là, et que le tricotage de la parentalité a vécu des heures sombres à ce moment-là, et que peut-être peut se demander utilement un pédiatre, c'est pas un détail que d'entendre ça dans l'anamnèse d'un bébé reflueur, ou d'un bébé qui fait de l'eczéma, ou d'un bébé qui a des troubles du sommeil, ou d'un bébé qui aura des troubles respiratoires. Et retrouver au travers de ces symptômes une histoire. C'est ça. Et une histoire de ce que j'appelle de manière militante le premier chapitre de la biographie vraie de l'individu, c'est-à-dire une biographie qui va enfin considérer que nos vies ne commencent pas le jour de la naissance, mais bien à travers cette zone de désir parental qui va venir se concrétiser biologiquement dans la grossesse advenue. Mais je crois que quand vous évoquez les groupes Balines des échographes, je pense que c'est des espaces qui ont permis aussi de faire avancer les choses. Alors, j'ai envie de vous demander maintenant, dans cette consultation, c'est quoi les outils? Puisque vous avez l'habitude d'utiliser des métaphores très sympathiques, les outils de cette consultation. Ok. Alors, il me faut là être juste et me placer dans une filiation et tirer ma révérence à l'égard de Serge Lebovici, auprès de qui j'ai appris le b.a.-ba de la consultation thérapeutique postnatale. Donc à cette époque du bébé brazeltonien, on allait, un certain nombre d'entre nous, tous les lundis, voir la consultation à Bobigny du maître. C'était une consultation filmée, la consultation se passait dans une pièce, nous on était dans celle d'à côté, et à l'issue de la consulte, il y avait un débat, et c'était une source didactique remarquable. Dit en termes psychanalytiques, ça veut dire que Lebovici croyait que le bébé transférait en direction du psychanalyste et que les parents transféraient aussi en direction du psychanalyste. Donc du côté du thérapeute, il s'agit d'envisager, c'est l'outil principal de la consultation thérapeutique postnatale, une empathie qui soit simultanément compatible en direction du transfert du bébé et en direction du transfert des parents. Je suis content que vous utilisiez ce terme d'empathie avec toute la réactualisation Oui. de la compréhension de ce qu'est l'empathie au-delà de la position psychanalytique. C'est-à-dire que ce qu'on vient de cette réhabilitation de ce concept de l'empathie, soutenu par des concepts neuroscientifiques, me paraît tout à fait intéressant. Tout à fait. Donc ça, j'en fais mes choux gras dans le dernier ouvrage. Et pour répondre à la question là au plus près, je dirais que j'ai besoin, moi, pour une consultation parent-bébé, de la définition de l'empathie primaire selon Lebovici et un certain nombre d'autres, hein, c'est-à-dire une empathie qui correspond véritablement à l'émergence de la théorie de l'esprit en terrain cognitif, ou de la perception de l'autre différent de soi, dirait le psychanalyste. Et ça, c'est vraiment cette empathie-là dont doit faire preuve le psychanalyste à l'égard du bébé, hein, et aussi une empathie secondaire qui, elle, est en direction de l'adulte, et qui est une empathie beaucoup plus complexe, beaucoup plus secondarisée, qui va correspondre à ce que définissent aujourd'hui des gens, par exemple, comme Daniel Villochet avec sa co-construction, hein. C'est-à-dire que là, on voit apparaître une présentation de l'empathie en deux feuillets, où on va réunir ce qu'il en est de ceux qui la décrivent dans ses formes archéologiques, dans ses formes émergentes, et puis ceux qui vont la décrire dans ses formes beaucoup plus secondaires. Mais je crois que c'est intéressant de dire que dans une consultation thérapeutique, le psychothérapeute a besoin de conjuguer en permanence ce qu'il en est de ces deux polarités de l'empathie en direction du transfert du bébé et en direction du transfert des parents. Alors ça, c'était la situation de la consultation postnatale. Alors j'ai envie, sans plaisanter, de dire maintenant, quelle empathie avec le fœtus. Voilà. Alors ça, c'est vraiment... Alors peut-être juste avant, dire un mot quand même de cette notion si essentielle et générique chez Lebovici, la notion d'énaction, hein, parce que c'est une façon d'aborder le débat de la caisse à outils du
psychanalyste qui va puiser dans les tréfonds de son contre-transfert, dans la partie vraiment la plus archaïque de son contre-transfert, une hypersensibilité à l'égard du transfert du bébé et à l'égard du bébé dans l'adulte qui lui fait face. Et cette inaction, elle est vraiment à envisager comme une hystérisation poussée dans ses derniers retranchements, où, beaucoup plus avec son corps qu'avec sa tête, l'analyste va ressentir, en s'identifiant au bébé et en s'identifiant au bébé dans l'adulte, va s'identifier au langage du corps de cet enfant et aux messages énigmatiques qui peuvent être échangés entre parents et bébés. Mais j'insiste bien sur le fait que là, les radars du thérapeute sont des radars qui sont à l'opposé de toute intellectualisation. Et on sent bien qu'une des marques de fabrique de ceux d'entre nous qui aimons la consultation thérapeutique parent-bébé, en général, on a affaire à des poètes qui aiment la trivialité de l'humanité. Et sa base la plus affective et la plus comportementale, la plus corporelle. Donc, revenons à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette consultation anténatale. Alors, pour donner d'abord l'atmosphère générale de cette consultation thérapeutique anténatale, j'aimerais d'abord dire qu'il y a une reformulation à produire de la fameuse transparence psychique prénatale décrite par Monique Bildowski pendant la période de grossesse. Donc, elle nous a appris, après Bibring, Benedek, Deutsch, combien est-ce que le devenir mère correspondait à une période de reprise, de réactivation d'un certain nombre de conflits psychiques fondamentaux. Bien, la période de grossesse correspond à une actualisation d'un certain nombre de lignes de force qui structurent la personne humaine. Bien. Et elle a mis en avant, avec un certain nombre d'autres cliniciens, combien est-ce que les conflits oedipiens de la mère occupaient l'avant-scène. Alors, j'aimerais acquiescer cela, mais pour bien amener le débat sur la consultation thérapeutique anténatale, quand même donner une précision supplémentaire. Pour moi, ce que m'a appris la clinique et ce que m'ont appris les devenants parents pendant la période de grossesse, ce qui est d'abord et surtout au premier plan dans cette transparence psychique, ce sont les conflits archaïques. Pas les conflits oedipiens. Les conflits oedipiens sont là, oui. Mais je dirais que c'est d'abord et surtout la dialectique écorce-noyau, contenant-contenu, qui est là en premier. Quelque chose qu'on pourrait bien illustrer avec la figure des poupées russes, ou qu'on pourrait aussi envisager à l'aune de « dis-moi comment tu as été contenu quand tu étais habitant utérin lors de ton premier chapitre par ta mère, par ton père qui fabriquait le nid aussi, et je te dirai comment tu seras quand tu deviens contenant. Quand tu deviens contenant. Quand tu deviens contenant. Et cette intrication-là, cette dialectique entre contenant-contenu, correspond, je crois, vraiment à l'épicentre de ce qu'il en est de la conflictualité rééditée pendant la période de grossesse et constitue, me semble-t-il, le point d'accroche le plus axial dans une consultation thérapeutique anténatale. Donc quiconque va, pour des raisons qui sont attribuées à des motifs bénins ou pour des motifs catastrophiques, va initier une consultation thérapeutique anténatale, devra avoir bien en tête qu'il va se retrouver d'abord et surtout face à un paysage psychique de résurgence archaïque où la tonalité générationnelle de la transmission de cette dialectique écorce-noyau sera extrêmement présente et prévalente. Pour les deux parents.
On est bien pour les d'accord. deux parents. On Alors est c'est bien vrai d'accord. qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'il en est des singularités de la maternalité et de la paternalité, mais je crois qu'en effet, nous sommes tous des ex-contenus et ces conflits de contenance sont tout à fait premiers. Donc, pour définir la consultation thérapeutique anténatale, par son cadre d'abord, eh bien, on pourrait dire que métaphoriquement, ce sera une forme d'utérus artificiel qui va permettre aux parents de réactiver ce qu'il en est de ces traces extrêmement anciennes, ô combien complexes, parce que bien antérieures à toute verbalisation, et à envisager avec le psychanalyste en quoi est-ce qu'elles peuvent être parasites, elles peuvent être destructrices pour ce qu'il en est du travail de parentalité en prénatalité. Mais je suis là, autrement dit, en train d'insister sur l'aspect extrêmement ample et profond des conflits en présence, même chez une personne névrotico-normale. Hein, parce que il est certain que tout ce qui touche au être contenu a un rapport intime avec le être vivant. Et là, on est sans doute dans des angoisses, dans des conflits qui sont beaucoup plus du registre de l'être que de l'avoir. On est vraiment là au cœur de l'émergence de l'humain et de son humanisation. Et il est certain que tout ce qui va pouvoir, de façon extrêmement serrée ou de façon plus légère dans les variations normales, avoir trait à ces conflits, aura quand même toujours un rapport avec ce qu'il en est du cœur de l'humain et de sa vivance. Alors on voit, alors effectivement, on voit comment cette consultation peut avoir des aspects tout à fait d'étayage hein, dans le devenir, dans la parentalité. Par contre, quand on est dans une situation dramatique, Oui. cette consultation ne doit pas être unique. On imagine bien la continuité qu'elle implique. Oui, alors c'est vrai que là, si on rentre dans les aspects techniques, on peut commencer par préciser le cadre en disant que en périnatalité, nos interventions vont de consultations ponctuelles, uniques. Ça fait vraiment partie de notre job que de pouvoir mettre en œuvre le meilleur de ce qu'on peut produire en une seule fois et sans avoir d'autres ambitions que de proposer une fonction paratonnerre à une occasion chez des gens qui n'exprimeront pas le souhait de poursuivre et de pérenniser ce travail. Et puis à l'autre extrême, on a quelquefois des consultations thérapeutiques périnatales qui vont quelque peu s'éterniser et dépasser le cadre justement des 10-12 consultations pour s'installer dans un travail psychothérapeutique familial plus au long cours. Mais le thérapeute périnatal doit être en la matière extrêmement souple pour pouvoir, sans a priori concernant le cadre, mais en étant au plus près de la réalité clinique des personnes qu'il rencontre, pouvoir ajuster le tempo de sa proposition selon les situations et selon les possibilités. Bien, Sylvain Missionnet, on comprend bien tout l'intérêt de ces dispositifs, de cette formation des gens dont vous êtes l'un des formateurs. J'ai envie de dire, pour conclure peut-être, comment vous en voyez les réticences qu'il peut y avoir, les clivages qui peuvent émerger par rapport à cette consultation qui est quand même tout à fait particulière, qui met en jeu des choses du plus profond. Hein. On peut imaginer qu'il y a des résistances, qu'il y a l'émergence de clivages. Oui. Peut-être pour conclure, sans être pessimiste, mais très vite nous les signifier. Oui, alors c'est vrai que ce qu'on peut d'abord dire, c'est qu'en effet, quand Freud a écrit son fameux texte sur l'inquiétante étrangeté, il a pris pour exemple emblématique ce qu'il en est de notre désir de retrouver la maison primitive et la caverne utérine. Bon. La connotation incestueuse de cette nostalgie est évidemment redoutable. Et il est bien certain que tout ce qui va être proposé à l'intérieur d'une maternité, ou pourquoi pas dans un réseau périnatal ou dans une consultation privée
de psychologues, de psychiatres ou de psychanalystes, tout ce qui va avoir trait au prénatal et en particulier au premier chapitre de la proto-subjectivation d'un enfant à naître, va rencontrer sur son chemin la résistance opiniâtre de l'interdit de l'inceste et des représentations à ce sujet. C'est-à-dire qu'on est là typiquement dans un secteur où l'association libre des uns et des autres est très empruntée par la massivité de l'interdit de l'inceste. Bon. De façon peut-être plus contextualisée sur le terrain, les ennemis de la défense d'une périnatalité vraie, qui va accorder autant d'importance au post qu'au pré, on va dire ce sont un certain nombre de lignes de clivage. Alors, il y a le clivage entre le prénatal et le postnatal. Combien de fois est-ce que j'ai pu observer que des données très précieuses qui avaient été recueillies à l'égard de Madame Untel ou de Monsieur Untel ou de l'enfant à naître par un échographiste dormaient dans le dossier et il fallait réinventer la roue avec le dossier du postnatal où la puéricultrice avait observé un certain nombre de difficultés d'allaitement. Et de l'importance de mettre en synergie les données du pré et du post. Bon. Donc là, on a une ligne de clivage. Alors, cette ligne de clivage, elle est bien sûr entretenue par des corporatismes. Il y a beaucoup à dire entre les conflits entre les obstétriciens, les gynécologues, obstétriciens gynécologues. d'une part, et puis là, je pensais aux obstétriciens et aux pédiatres. Bon. Et il est certain qu'on trouve là un certain nombre de lignes d'opposition qui peuvent être dommageables pour les parents. Je pense aussi à une autre ligne de clivage entre psyché et soma, qui est quand même opiniâtre, parce que nous avons tout au long de cet entretien imaginé que tout allait dans le meilleur des mondes entre somaticiens et psychistes. C'est vrai qu'il y a de notables progrès dans la collaboration. En 20 ans, c'est tout à fait explicite, mais il y aurait aussi beaucoup à dire sur les résistances. Les résistances. Bon. Et des uns comme des autres. Des uns comme des autres. Nous avons, nous, à balayer constamment devant notre porte, nous les psys, et c'est vrai que l'histoire de la médecine et l'histoire des formations est là, bien souvent, malheureusement, pour alimenter ces lignes de clivage. Alors, il y a d'ailleurs à ce sujet énormément à faire dans les formations académiques, en médecine, en psychologie, dans les écoles de sages-femmes, de puériculture, etc., pour qu'il puisse y avoir un esprit collaboratif qui vienne vraiment affronter cette ligne de partage entre psyché et soma. Enfin, il y a une dernière ligne de résistance qui me semble être importante au jour d'aujourd'hui où on parle beaucoup des réseaux, de la fabrication de réseaux en périnatalité, de réseaux donc ville-hôpital, clinique publique, clinique privée, généraliste, pédiatre de ville, sage-femme et hospitalier. Bon, il y a aujourd'hui un certain nombre de défis à relever pour pouvoir constituer des réseaux médicaux, psychosociaux, humanistes. Et c'est vrai que les lignes de clivage entre les uns et les autres, entre les espaces hospitaliers et les espaces de ville, peuvent être des ennemis, des barrières vraiment de cette conquête d'un réseau périnatal à la mesure de la vulnérabilité et de la créativité des parents. Alors, je ne veux pas qu'on termine sur ces difficultés qui existent et pour lesquelles il faut qu'elles disparaissent, ou qu'on essaye en tout cas de les faire disparaître. Je voudrais plutôt conclure sur une note optimisme de la place et de l'intérêt tout à fait pour l'enfant, pour celui qui va devenir. Quel est votre avenir, votre militantisme pour conclure cet entretien sur ce sujet? Bon, je crois que bien sûr, il y a beaucoup à dire sur l'intérêt qu'il y a de très précocement mettre tout en œuvre pour que l'être humain, dès les commencements si essentiels, si emblématiques, puisse être envisagé. Mais ce sur quoi j'aimerais peut-être mettre l'accent
au final, ce serait sur le fait que ce qui se trame dans cette période périnatale, et en particulier ce qu'on a dit sur les réactivations de la dialectique écorce-noyau, j'aimerais dire que c'est quelque chose qui va finalement ponctuer toutes les grandes métamorphoses de notre vie durant. Et que ce dont nous avons parlé aujourd'hui avec la consultation thérapeutique anténatale est certainement à discuter avec les collègues cliniciens qui s'occupent des ados, des métamorphoses adolescentes, qui s'occupent des métamorphoses de la crise du milieu de vie et de ceux qui s'occupent de gérontologie et qui s'occupent de la personne âgée. Il me semble que notamment cette forme de transparence psychique où il y a une mise en avant d'un certain nombre d'éléments qui sont en vitesse croisière, en dehors de ces périodes de métamorphose, qui sont plus refoulées, sinon réprimées, il me semble qu'à chacune de ces périodes de passage, de transformation, il y a quelque chose qui a un rapport avec le socle de l'humanisation et la fondation de la contenance humaine. En tout cas, Sylvain Missonnier, après ces paroles tout à fait intéressantes, je vous remercie. Merci Alain Bouvarel.